vous baladant sur YouTube, vous avez peut-être rencontré des vidéos qui parlaient de la triche aux échecs. Ce qui est intéressant avec ce sujet, c'est qu'il n'est pas du tout intuitif. Je veux dire, si je vous montre un extrait de triche sur Minecraft, le plus grand jeu de tous les temps, vous voyez très clairement que quelque chose ne va pas. Le joueur tourne dans tous les sens, met des coups par l'arrière, ne prend pas de recul lorsqu'il prend des dégâts. Voilà quoi, tout ce à quoi on penserait lorsque l'on mentionne le mot tricherie. Sauf que quand je vous parle de tricher aux échecs, de quoi parle-t-on? Pour comprendre cela, il faut revenir à la base, en 1997. Much more strongly, differently. Unlike a computer, he said. Kasparov conceded. And the loss wore on his mind for the rest of the match. Le clip que vous venez de voir a marqué l'histoire des échecs à tout jamais. Garry Kasparov, le champion du monde et l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, perd contre un ordinateur. Ce que cela signifie, c'est qu'à ce moment-là, le moment où Kasparov tend sa main, il le sait, et le monde entier aussi le sait, les humains ont perdu la rivalité contre les ordinateurs. Pour la première fois dans l'histoire des échecs, aucun humain n'était capable de battre la meilleure intelligence artificielle. Bon, et depuis c'est devenu la norme, les meilleurs joueurs utilisent ces dernières pour s'entraîner et se préparer à leur partie. Il suffit de voir la différence qui sépare Magnus Carlsen, le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, et Stockfish, le meilleur ordinateur du monde. Presque 1000 points Elo de différence, et c'est même pire que ça en réalité. Bref, pour vous la faire courte, l'humanité ne possède aucune chance contre les meilleurs ordinateurs aux échecs. Et ce qui est incroyable, c'est que n'importe qui aujourd'hui a accès à ces monstres. Regardez, j'ai juste à aller sur Lichess, échiquier d'analyse, j'active Stockfish, et boum, je vois tous les meilleurs coups d'une position. Bon, et pour ceux qui ont déjà ouvert un autre onglet pour aller ruiner l'expérience de jeu des autres utilisateurs, sachez que les plateformes vont vous bannir très rapidement. Tout ce que j'explique dans cette vidéo n'est qu'à comprendre et non pas à essayer. Je n'incite personne à aller tricher, que ce soit aux échecs ou dans n'importe quel autre jeu. Tricher, c'est mal, cordialement. Plus sérieusement, lorsque je parle de tricher aux échecs, je parle surtout de ça. Utiliser ce même Stockfish pour battre des humains. Et c'est très difficile à détecter si c'est bien réussi. Sur Minecraft, les anti-cheats détectent assez facilement les mauvais tricheurs, car ils font des mouvements impossibles dans le jeu, mais aux échecs, c'est pas comme si on téléportait les pièces d'une case à l'autre. Le seul moyen de démasquer un cheater, c'est grâce à Stockfish lui-même. Voici le compte d'un tricheur qui a été banni. Comment pensez-vous que le staff de Chesscom l'a-t-il détecté? On a demandé à un ordinateur d'analyser chacune des parties, de calculer la qualité moyenne d'un coup, et de nous renvoyer la précision de chaque partie. Si je défile, vous pouvez voir des pourcentages ahurissants. Aucun humain n'est capable de jouer à cette précision de manière aussi consistante. Ok, maintenant disons que notre tricheur est un peu plus malin et il va jouer des erreurs exprès pour faire baisser la précision d'une partie. Voilà le compte de ce tricheur. Ah mince, il est aussi banni. C'est normal, regardez la progression inhumaine du compte. Bon alors là, il va vraiment faire un effort et il va faire des erreurs et de temps en temps perdre des parties exprès pour jamais se faire cramer. Putain. Il est encore banni. Là c'est un peu plus tricky, mais on regarde le temps que le joueur prend à jouer et c'est trop régulier. C'est impossible. Bon, on va faire des erreurs, perdre des parties et en plus jouer des coups un peu plus lentement pour ne jamais se faire détecter. Mais what? Comment est-ce possible? Eh bien ça, je ne peux pas vous le dire. Je n'aimerais pas donner des informations aux potentielles personnes malhonnêtes. Bon, pas le choix alors. On ne peut pas tricher. Pas tout à fait. Vous pouvez toujours tricher, vous faire bannir, recréer un compte, retricher, etc. Mais la vérité c'est que oui, vous allez vous faire ban tôt ou tard. D'ailleurs, ça ne sert à rien de tricher aux échecs. C'est pas comme s'il y avait de l'argent en jeu. Pas vrai? Title Tuesday, la traduction littérale en anglais de mardi titré, un tournoi organisé par Chesscom où seulement les joueurs possédant un titre de maître peuvent participer. Il y a donc les meilleurs joueurs du monde qui participent, et il y a de l'argent à se faire sur ce genre d'événement. Ils sont organisés chaque mardi, avec du cash prize à la clé, et là, tricher serait plus intéressant déjà. Mais on l'a vu, surtout à de gros events comme Title Tuesday, eh bien on peut se faire bannir extrêmement rapidement. Sauf qu'ici, un paramètre très important vient casser le tout. Mettez-vous dans la peau d'un joueur dans le top 3000 mondial, vous comprenez le jeu mieux que 99,9% de la population, vous êtes très fort et rapide. Et pourquoi pas, de temps en temps, utiliser l'ordinateur pour avoir un petit avantage sur ses adversaires. On ne devrait pas trop les signes de triche, puisque vous avez toujours l'argument que vous êtes déjà très fort aux échecs. En plus, il y a de l'argent à la clé, mais c'est super. Et vous voyez le gros problème que rencontrent les échecs aujourd'hui. Ce genre de personnes sont les plus difficiles à détecter. Mais bon, on pourrait se dire qu'elles sont très rares, et que si ces joueurs sont maîtres aux échecs, c'est qu'avant tout ils aiment le jeu, et qu'ils viennent prendre du plaisir à affronter d'autres joueurs. 6%. 6%, c'est la statistique officielle du nombre de joueurs titrés qui se sont fait bannir pour triche. Si on prend ce pourcentage sur Title Tuesday, qui recueille 200 joueurs en moyenne, cela fait 12 joueurs. Mais luxe, ça va 12 personnes. Vous croyez? Ces 12 personnes sont littéralement aidées par un ordinateur qui bat tous les joueurs du tournoi réunis, et vous pensez que c'est ok que 12 personnes ruinent l'expérience des autres joueurs qui jouent dans les règles, avec de l'argent à la clé, et qu'elles ne se font pas toujours prendre, car prouver l'existence de triche est très difficile. Et ça, c'est avec la statistique officielle. Des streamers comme Hikaru qui comprennent le jeu tellement bien qu'ils sont capables de reconnaître un tricheur juste en regardant comment ce dernier joue. Okay, this is too weird. Yeah, I don't know what this is, but affirme que le pourcentage de tricheurs est plutôt aux alentours de 20 à 25% par Title Tuesday. I'd say probably 20 to 25%. Pareil pour Fabiano Caruana, il pense même que plus de 50% des participants trichent, mais je pense que c'est quand même un petit peu exagéré. Ce ne sont que des suppositions, mais si ces nombres s'avéraient être vrais, et que plus d'un quart des joueurs titrés tricheraient à chaque tournoi, les échecs sont orientés vers une mort imminente.
L'affaire Hans Niemann, probablement le plus gros scandale de triche de l'histoire des échecs, avec des procès s'élevant à plus de 100 millions de dollars. Ouais, ça ne rigole pas. Le 4 septembre 2022, alors que je rentrais en cours avec l'envie de me tirer une balle, à la Sinquefield Cup se joue une partie historique. Magnus Carlsen, que j'ai déjà présenté comme l'un des meilleurs joueurs du monde, affronte un prodige de seulement 19 ans, Hans Niemann. Magnus a les blancs, a 200 points et l'autre plus que son adversaire, et arrive dans une position de finale qui est clairement la phase d'une partie d'échecs où Magnus est imbattable. Pourtant, alors que tout était aligné en faveur du champion du monde, Hans Niemann gagne. Bon, je vous spoil un peu, mais ce n'est pas une victoire que l'on peut voir tous les jours. C'est la pire défaite de Magnus Carlsen en cadence classique en plus de 8 ans. Bon, et d'habitude, l'histoire s'arrêterait à quelques posts Twitter, mais non, Magnus quitte le tournoi. Une première dans sa carrière. Et puis il tweet un message qui sous-entend très fortement qu'il pense que Hans a triché durant cette partie. En quelques minutes, c'est un torrent d'articles sur le sujet, le tournoi change complètement ses mesures de sécurité, des dizaines d'intervieweurs s'empareront de l'affaire, et même Elon Musk en parlera, et cette accusation est très grave. Soit Hans a réellement triché, auquel cas Magnus vient de supprimer une fraude, ou soit il n'a pas triché, l'influence de l'opinion de Magnus a juste détruit la réputation d'un prodige pour rien. Ok, là je crois que le monde est un peu perplexe par ce qui vient de se passer. Hans avouera avoir triché en ligne lorsqu'il avait 12 et 16 ans, mais affirme ne l'avoir jamais fait depuis et jamais sur une partie en présentiel. When I was 12 years old, I was playing and he came over with an iPad with an engine. He started giving me the moves. This happened once. Now, 4 years later, I just wanted to get high rated so I could play stronger players. So I cheated. When I was 12, I've never, ever in my life cheated in an over-the-board game in an online tournament. Hikaru, que vous connaissez à présent, critiquera un peu trop les interviews de Hans, ce qui ne lui fera pas faveur par la suite. Bon, ce sujet mériterait une vidéo entière dédiée, mais comme il a déjà été fait des centaines de fois, je vous mets en description 2 vidéos qui expliquent très bien l'affaire. Bon, elles sont en anglais, mais moi je vais me contenter de vous résumer le principal. Après avoir analysé scrupuleusement toutes ces parties, Chess.com sort un rapport qui montre des statistiques et des informations très croustillantes. Déjà, Hans a menti lorsqu'il dit n'avoir triché que 2 fois. Le staff dit avoir trouvé plus de 100 parties où a lieu tricherie. Ensuite, il montre des petits graphes comme la montée insane de Hans au top niveau. Et en gros, Hans est clairement dans le viseur du sniper de tout le monde. Mais personne ne peut prouver qu'à cette partie, à la Sinquefield Cup, il y a eu tricherie. Hans fera après cela un procès à hauteur de 100 millions de dollars contre Magnus, Hikaru, Chess.com et autres qui n'aboutira pas. L'histoire reste aujourd'hui improuvable et depuis cette affaire, la triche aux échecs est devenue un problème majeur et de plus en plus de tricheurs dans les sommets du jeu se font prendre. Bon, et si vous êtes comme moi, vous vous êtes directement demandé « Mais attends, comment il a pu tricher ?» Et c'est vrai, je veux dire, il n'a pas son ordinateur, son téléphone est éteint, il n'y a personne pour lui souffler. Comment ce serait possible de tricher? En ligne, tu ouvres juste un autre onglet et c'est bon, mais là il faut être créatif. Et oh que oui, les gens sont créatifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, le genre d'objet qu'on pourrait rentrer... Pardon, je voulais dire amener sans se faire prendre. Pour ceux qui ne comprendraient pas de quoi je parle, n'essayez juste pas de comprendre. On l'a vu avec l'histoire de Hans Niemann, tricher en présentiel est très difficile. Donc la seule option qui reste à nos tricheurs, c'est les événements en ligne. Et là, on va parler du cas le plus récent de tricherie, et devinez qui est dans la sauce, Hikaru Nakamura, le même mec qui s'est moqué de la triche quelques mois auparavant. Sauf que là, ce n'est pas la même histoire. Même pas du tout en fait. Ok, je vous introduis un nouveau personnage, Vladimir Kramnik. Il a été champion du monde pendant un temps, il sait donc comment bouger les pièces. Et on l'a aussi vu avec Magnus, lorsqu'un champion du monde accuse une autre personne de tricher, ça fait du bruit. Et c'est la même chose avec Kramnik. Un peu de contexte. Sur Chess.com, Hikaru a réussi le 25 novembre 2023 à enchaîner 40 victoires d'affilée contre des joueurs qui sont d'habitude de son niveau, mais qui ne l'étaient pas du tout ce jour-là. Hikaru obtient donc le plus haut elo de Blitz de l'histoire, détrôné par Magnus peu de temps après. Mais bon, et ce que dit Kramnik, c'est clairement t'es sûr que c'est legit mec? Avec la phrase qui est devenue un mème. Very, very interesting. Very, very interesting. Sauf que pendant cette série de victoires, Hikaru était en stream. Donc du coup c'est une bombe atomique parce que Kramnik insinue ouvertement qu'il pense être possible de tricher en partageant son écran et sa caméra sans se faire remarquer. Si on découvre que c'est possible, alors toutes les mesures de sécurité anti-cheat en ligne à haut niveau sont juste réduites au néant. Hikaru se défend une première fois avec des calculs et remet en question les probabilités trouvées par Kramnik. I'm playing people who are 350 points lower rated than I am over the board, and my expected score, as you can see, is 89.16%. So my score is actually very, very high to begin with in terms of what I'm expected to score. Sauf que ce dernier aussi va riposter et détruit les arguments de Hikaru. Parmi ces 35 000 parties, la plupart ne peuvent pas être incluses si tu possèdes des connaissances basiques en analyse statistique. Donc si tu ne mens pas sur les chiffres brutalement et que tu calcules avec les probabilités avec des vraies données, le vrai nombre ne laisse aucun doute de tricherie. Celui qui va trancher le tout sera le responsable du respect des règles, Chess.com. Ils vont annoncer n'avoir trouvé aucun signe de triche chez les parties de Hikaru. Bon ok, peut-être que Kramnik s'est juste trompé, et voilà, il va s'excuser et tout sera rentré dans l'ordre. Non. Appelez mes récents efforts d'aider au progrès de l'anti-cheat de Chess.com d'accusation de Hikaru Nakamura par Vladimir Kramnik est une claire désinformation publique, qui peut évidemment causer de gros dégâts quant à mon image. Je laisse donc à Chess.com 24 heures pour enlever cette phrase du rapport, ainsi que des excuses publiques pour cette mauvaise conduite.
Bon, Kramnik dit clairement que Chess.com a fait de la désinformation et qu'il a reçu des menaces de mort qui n'ont pas été traitées par le site. Le plus grand youtubeur échec US, Gotham Chess, dira quelque chose de vrai et que Kramnik aurait dû prendre en compte avant de publier son premier tweet. And so, like, when you get into this case that's gonna have millions of eyeballs on it, statistically speaking, you're gonna have some scumbags. You can't sue a platform because a troll messaged you something horrible. À partir de ce moment-là, c'est un cirque. Kramnik dénonce des présumés tricheurs à tout va, qui ne le sont pas toujours. Il se fera aussi ban du blog de Chess.com pour avoir posté beaucoup trop d'accusations qui ruinent la réputation du site, et ça part dans tous les sens. Et les histoires avec Kramnik sont toujours en cours, et à vrai dire, elles ne m'intéressent pas tant que ça. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Le peu de monde qui me regarde joue probablement aux échecs, et ces derniers connaissent la frustration de rencontrer un tricheur qui détruit le fun du jeu. Et bon, ce n'est pas si grave car on récupère nos points après son bannissement, et avant d'en rencontrer un nouveau, il faudra attendre des dizaines voire des centaines de parties. Sauf que depuis quelques mois, le nombre de tricheurs n'a fait qu'augmenter. Et la vérité, c'est que c'est comme ça déjà depuis un bout de temps. Juste regardez ça. En août, en 2 jours, j'ai rencontré 4 tricheurs. Là, il y a quelques jours, j'ai rencontré 3 tricheurs en 3 jours. Pourtant, je vous assure, je ne joue pas beaucoup. Et je ne fais pas cette vidéo pour faire un appel contre la triche. Tout le monde est déjà contre la triche. Sauf que personne ne parle du fait que la triche aux échecs est particulièrement douloureuse. Je veux dire, les échecs sont un jeu de mental, perdre une partie en ligne ce n'est pas si grave, mais par contre perdre une partie dans un vrai tournoi fait très mal. Alors imaginez la perdre parce que votre adversaire a triché, et depuis le Chessboom en début 2023, il y a eu beaucoup plus de nouveaux joueurs, et c'est super, sauf que ça implique nécessairement plus de tricheurs. Et je n'arrive toujours pas à me représenter que des joueurs qui ont dédié toute leur vie au jeu puissent tricher. Ça me rappelle juste l'absence de passion chez certains joueurs. Depuis l'affaire de Hans et même Kramnik, Chess.com est devenu beaucoup plus impliqué dans la triche, et les statistiques font juste peur pour la suite du jeu. Et pour ceux qui vont aller tricher après cette vidéo, je vais me répéter, mais sachez que vous allez vous faire bannir, ruiner l'expérience d'autrui, et tout ça pour quelques points sur un écran. Format un petit peu différent de d'habitude, je voulais parler d'un sujet qui me tenait à cœur, car en ce moment ça devient un problème majeur. Si on demande à des joueurs de mettre leur caméra au Title Tuesday pour la première fois en 3 ans, c'est qu'on n'est pas à l'abri de voir d'ici peu des joueurs qu'on croyait super forts, mais qui sont en réalité des énormes fraudes, qui ont juste mieux triché que les autres. En tout cas, les sites et la Fédération internationale des échecs prennent la question très au sérieux, donc on n'est pas prêt de voir le jeu disparaître de si peu. Cela veut dire que je serai encore là un peu de temps pour vous raconter le magnifique jeu que sont les échecs, alors si vous ne voulez pas rater ça, vous pouvez vous abonner pour que je puisse atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, et me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. En tout cas, c'était Lux, ciao.